Bonjour, moi c'est Angélique et puis je voulais vous parler d'un sujet dont j'ai déjà parlé dans des vidéos précédentes qui sont les violences conjugales. Alors dans les premières vidéos, ce que j'avais fait, c'est que j'avais déjà décrit de manière un peu générale les violences conjugales qui existent, donc les violences physiques, les violences psychologiques et les violences dites sexuelles. Sur la dernière vidéo, j'étais revenue plus en détail sur les violences physiques et sur celle-ci. Donc maintenant, j'aimerais mettre en lumière ce qu'on appelle les violences conjugales psychologiques qui en réalité ont plusieurs sous-familles. Donc il y a les violences financières qui correspondent à la suppression du moindre moyen de paiement, c'est-à-dire les espèces, les chèques, la carte bancaire. Je vais aussi parler des violences alimentaires, parce que contrairement à ce qu'on croit, ça existe. Et pour cela, je vais m'appuyer sur ma propre expérience. Et croyez-moi, ça a des répercussions non seulement psychologiques, mais également physiologiques. Il y a aussi, euh, bien sûr, dans ces violences-là, ce qu'on appelle l'interception du courrier, l'interception des appels, le fait d'être constamment sous surveillance pour bien sûr éviter que la victime puisse parler. Et il y a également les violences psychologiques faites sur le sommeil. Alors évidemment, celles-ci, elles sont beaucoup plus violente parce que on en vient à priver la personne de sommeil. Alors ça peut se faire de manière différente. Soit on fait en sorte, comme ça a été pour mon cas, d'empêcher la personne de dormir en la réveillant une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, voire plus par nuit. Ce qui fait que le sommeil est complètement perturbé. Et puis la journée, quand la personne voudrait récupérer un peu de sommeil, on l'empêche de s'assoupir en la réveillant, en lui faisant faire tout un tas d'activités, ce qui fait que, bien entendu, on est incapable très rapidement de pouvoir lutter. Parce que c'est tellement important de dormir que finalement, pour essayer de grappiller quelques heures, eh bien, on en arrive à trouver n'importe quel stratagème. Alors après, les effets se font très vite ressentir, bien entendu. On s'énerve très vite. On fera des gestes qu'on n'a pas l'habitude, comme par exemple lever la main et devenir violent à son tour. Mais ça, ce sont les conséquences d'un manque de sommeil. En ce qui me concerne, mon ex-mari, pour m'empêcher de dormir, euh, parce qu'à ce moment-là, il faut savoir que j'avais aussi sa sœur qui a le même problème. Il fallait que je me lève, lever la sœur, la changer parce qu'elle faisait les besoins dans le lit, fallait que je la lave et que je la nourrisse derrière. Donc elle me le faisait 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois dans une nuit, ce qui fait qu'au final, je ne dormais plus. Avec les traitements, je ne vous explique pas les conséquences. Euh, Elle m'a empêché également de faire la sieste l'après-midi parce qu'il fallait au bout d'un moment forcément récupérer. Elle m'empêchait de dormir. Donc elle me réveillait, elle me parlait mal. J'étais vraiment le souffre-douleur en fait, à travers les mots. Donc bien évidemment, au bout d'un moment, on finit par ne plus pouvoir tenir. Voilà. J'ai aussi vécu les violences alimentaires, c'est-à-dire que la personne va vous empêcher de vous alimenter complètement en mangeant une semaine de course en quelques heures. Et en vous disant, oh mais toi t'en as pas besoin, ah mais moi j'ai faim, voilà, donc ce qui fait qu'au bout d'un moment, bah, vous ne mangez plus. Et moi j'en suis arrivée à un point où je ne buvais que du café. Et quand il n'y avait plus rien, je ne faisais boire que de l'eau. Du robinet, bien sûr. Donc évidemment, c'est très compliqué à gérer. Et puis, par moment, j'avais des gens, quand ils venaient chez moi, ils s'apercevaient que je mangeais pas. Donc évidemment, ils faisaient en sorte de me nourrir un petit peu.
Mais alors au départ, les pertes de poids sont infimes parce que ça va être 200 grammes par-ci, 350 par-là, 500 ailleurs. Et puis finalement, ça va devenir des kilos. Donc en peu de temps, on va perdre 1, 2, 3, 4 kilos, 5 kilos, voire plus. Et quand après on essaye de se réalimenter, eh ben c'est une catastrophe parce que le corps va considérer ça comme une agression et donc il va automatiquement éliminer tout ce que vous mangez. Donc le corps ne prend rien. Parce que ce ne sont pas des jeûnes volontaires, mais ce sont des jeûnes qu'on vous a imposés. Voilà. Donc bah forcément, les conséquences ne se font pas attendre. Les conséquences vont se faire sentir au bout de peut-être quoi, quelques semaines. 3, 4, 5 semaines, guère plus. Donc évidemment, on en arrive à faire de l'anémie, on en arrive à également se retrouver dès qu'on va avoir quelque chose, la moindre nourriture sous le nez, ben, on va se goinfrer. Donc ce qui fait qu'au niveau du regard des autres, les gens vont se dire ah mais c'est une goinfre celle-là, sans savoir ce que ça cache derrière, bien sûr. Ça va aussi faire développer des tocs, c'est-à-dire que quand moi je suis partie, que j'ai enfin pu partir, parce qu'il ne faut pas se leurrer que c'est pas si facile non plus, j'en venais à vérifier mes placards, à vérifier mon frigo 25, 30, 40 fois par jour, ce qui est énorme. Alors évidemment, ça a des conséquences, hein. Les gens vous prennent pour des fous. Bien entendu, j'ai aussi été victime de ce qu'on appelle des séquestrations, puisque mon ex-mari m'enfermait en prenant mes propres clés pour que je ne puisse pas sortir. Les seuls moments où je pouvais sortir, c'est quand j'avais besoin d'aller à mes rendez-vous médicaux. Et encore, il me suivait pour être sûr que je n'allais pas dire quoi que ce soit, pour être sûr de ne pas être mis en cause. Le seul endroit où je pouvais à peu près parler, c'était chez la psychologue, parce qu'au bout d'un moment, j'ai fait appel à une psychologue pour essayer de m'en sortir. Mais inconsciemment, je ne disais rien parce que j'avais trop peur. Et quand la psychologue a réussi à soulever le couvercle, elle a réussi à me faire prendre conscience que ce que je vivais, c'était pas normal. Mais il m'a encore fallu du temps pour arriver à partir. Parce que même si on vous dit les choses, il faut pas se leurrer qu'on ne part pas comme ça. On est faible, donc par le manque de sommeil, mais aussi par le manque alimentaire, par la peur de prendre des coups, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo. J'ai également aussi été victime de l'interception de mon courrier, c'est-à-dire que dès que j'ai essayé d'appeler au secours au niveau de ma famille, eh ben, le courrier était systématiquement intercepté. Donc automatiquement, je ne pouvais même pas communiquer. Mes appels téléphoniques étaient surveillés automatiquement. Donc je n'avais plus aucun espace de liberté. Voilà. Et au fur et à mesure que le temps passe, la peur augmente. Et plus on a peur, et moins on est dans la capacité de partir. Ça, il faut bien en être conscient. Il faut également être conscient que demander de l'aide, eh ben, c'est rédhibitoire. C'est-à-dire que on n'en est pas capable. Parce que les gens qui voient ça de l'extérieur vous répondent « Mais tu as choisi cette personne. Donc si tu l'as choisi, tu l'assumes. » Alors qu'il ne faut pas oublier que quand on rencontre ce genre d'individu, il ne va pas vous montrer ce visage-là. Il va se montrer aimable, il va se montrer serviable, il va se montrer gentil. Et le jour où il enlève le masque, c'est le jour où il est sûr que vous ne pouvez plus partir. Et là, à ce moment-là, c'est là que les violences peuvent commencer. Et plus le temps passe, plus les violences s'aggravent et plus c'est difficile de se défaire d'une personne comme ça. Parce que non seulement elle est violente par les mots, elle est violente par les gestes, mais également elle vous humilie en permanence. C'est-à-dire que cette personne-là ne va avoir aucun état d'âme à raconter ce qui se passe dans vos moments les plus intimes. Et tout ça sur un air, l'air de dire mais je suis plus fort, j'obtiens toujours ce que je veux, de toute manière, elle peut pas me dire non, et puis ça va crescendo. Donc au bout d'un moment, même si vous essayez de pas réagir,
dans votre fond intérieur, vous êtes meurtri, vous êtes détruit. Vous avez l'impression que vous ne valez plus rien. Que, comme je le dis, alors le terme est un peu vulgaire, j'en conviens, mais vous n'êtes qu'un morceau de viande, un morceau de barbac que monsieur utilise quand il a envie. C'est ça le problème. Et là, dans la vidéo qui va suivre, sans forcément donner des détails qui peuvent être à vomir, on en vient aux viols conjugaux. Et ça, c'est terrible. Psychologiquement, c'est destructeur. Psychologiquement, ça casse en vous cette capacité à aimer. Et du coup, ce qui fait qu'avec toutes ces violences, il y a aussi la façon de s'habiller qui va s'en ressentir. Puisque on va faire en sorte de mettre des vêtements très larges, sombres, pour dire quasi noirs. Ça va provoquer derrière ce qu'on appelle des problèmes alimentaires qui peuvent mener soit à l'anorexie, soit à la boulimie, soit à ce qu'on appelle de la boulimie inversée, à ne pas confondre avec l'hyperphagie. Parce que l'hyperphagie, c'est manger beaucoup, 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 mais au repas les principaux. Alors que la boulimie inversée, c'est le même principe que la boulimie, c'est-à-dire qu'on va manger par pulsion des choses très très grasses. Alors ça va être les kebabs, en ce qui me concerne, c'était les McDo, c'était les boissons sucrées, c'était tout ce qui était mauvais à la santé. Et je mangeais par pulsion, mais je ne me faisais pas vomir. C'est ça la différence avec de la boulimie. Et c'est ce qui est aussi l'énorme différence avec de l'hyperphagie. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, dans une prochaine vidéo, j'expliquerai ce que sont les viols conjugaux et à quoi ça peut mener derrière.